OK, bonjour. Bonjour, foule en délire. Bienvenue donc au Théâtre des Deux-Rives. Merci au Théâtre des Deux-Rives de nous accueillir avec son charmant personnel. Donc, je suis Éric Martin, professeur au département de philosophie du Cégep, et nous organisons depuis maintenant 20 ans, n'est-ce pas, des conférences de philosophie pour votre bénéfice avec des gens de l'extérieur. Je suis accompagné par Clément Arnould, qui est aussi mon collègue au département et que vous avez aussi comme professeur. Et nous aurons l'honneur aujourd'hui d'entendre Philippa Dott, qui est aussi une collègue du Collège de Maisonneuve. Elle est venue de Montréal, dans la pluie, bravant toutes sortes de périls pour être ici et nous parler d'un sujet extrêmement important. Est-ce que la rhétorique, c'est l'ennemi ou l'allié du philosophe dans la perspective de Platon? Alors, vous avez ici la biographie de Philippa, professeure de philosophie et chercheuse au Collège de Maisonneuve, docteur en philosophie ancienne de l'Université Laval et de l'Université de Strasbourg. Sa thèse a été récompensée par de nombreux prix que vous voyez ici et elle va bientôt publier une édition du Gorgias et de l'Éloge d'Hélène au bleu du ciel. Et normalement, vous aurez aussi reçu un autre document qui s'appelle l'exemplier de la conférence avec des exemples. Alors, si vous ne l'avez pas avec vous, ce n'est pas grave. Soit vous l'ouvrez sur Léa sur votre téléphone ou vous le regardez après. Mais moi, je vais le projeter derrière pendant la conférence. Donc, dans tous les cas, vous aurez une façon de le voir. Donc, il faut avoir le document exemplier. Sinon, vous regardez à l'écran tout simplement ou encore vous l'ouvrez sur votre téléphone. À la fin de la conférence, je vous demande deux choses. Il va y avoir une période de questions qui va durer environ 30 minutes jusqu'à environ midi et demi. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Ne vous levez pas à midi pour vous enfuir, c'est très mal poli. Après ça, les gens ne veulent plus venir au collège. Donc, il faut rester assis jusqu'à la fin de la période. Et si vous avez des questions à poser à la conférencière, il suffit d'envoyer un MIO à Clément Arnould. A-R-N-O-U-L-D. Clément Arnould, ça va? Ça va? Donc, on va le réexpliquer tantôt, mais si des questions vous viennent durant la conférence, vous pouvez envoyer déjà des MIO à Clément, qui va noter vos questions, et on va les demander à Philippa. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Philippa Dott en la remerciant chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Merci Éric pour l'invitation et pour la présentation. Je suis très heureuse d'être pour la première fois au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu pour vous parler de mon philosophe préféré, Platon. Et j'aimerais commencer par une petite expérience avec vous. J'aimerais vous demander comment est-ce que vous réagiriez spontanément si tout d'un coup je demandais à l'une ou l'un d'entre vous de venir me rejoindre sur scène pour se présenter. Alors, je ne vais pas le faire, je vous rassure tout de suite, mais je veux juste savoir spontanément qu'est-ce que vous ressentez. Puis, je pense que si on est tous honnêtes avec nous-mêmes, on ressent tous un certain stress à cette idée-là. Cette idée de venir sur scène, me rejoindre, juste même pour se présenter là, de manière très très simple, pas quelque chose de compliqué. Là. Spontanément, prendre la parole en public, c'est quelque chose qui est stressant, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Mon cerveau en ce moment se demande bien pourquoi j'ai accepté de faire une conférence, pourquoi je ne suis pas restée sur mon canapé tranquille chez nous. Je suis stressée, c'est normal. Pourquoi est-ce que prendre la parole devant les autres, devant beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, c'est pas naturel, c'est stressant? C'est que la prise de parole en public, c'est une mise en danger de soi. Pourquoi c'est une mise en danger de soi? Parce que d'une certaine manière, je me rends vulnérable à vous en prenant la parole comme ça. Si je dis une niaiserie, tout le monde va l'entendre. Je suis en ce moment la proie de vos regards, de votre jugement. Si j'avais une grosse tache rouge sur la face, là, j'aurais l'air ridicule. Donc, prendre la parole en public, c'est quelque chose qui peut nous mettre mal à l'aise, qui ne va pas de soi. En plus, j'ai toute l'attention en ce moment. Si jamais j'arrête de parler, il n'y a personne qui va venir me sauver. Peut-être Éric, là, mais il n'y a personne qui va venir me sauver. C'est moi qui parle. Donc, parler, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, mais en même temps, parler, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Savoir parler, c'est la clé de la réussite de nos actions, de nos relations. On dit souvent, la communication, c'est la clé du couple. La communication, le fait d'être capable de s'exprimer, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a des métiers qui reposent entièrement sur la parole. Pensez aux avocats, aux journalistes, aux vendeurs de chars. Savoir parler, c'est une compétence essentielle. Et c'est l'extrait 1 que j'avais mis dans l'exemplier. C'est un extrait qui illustre un peu cette idée-là.
Je ne vais pas le lire avec vous, mais ça donne un exemple. Dedans, il y a 2 personnes qui parlent puis qui disent « Bon, c'est bien écrire, mais parler, c'est mieux. » Et un petit peu plus loin, une des personnes dit « Parler, avec la parole, tu peux conquérir le monde, tu peux changer ta vie, et la parole, c'est une arme. » Pour donner un dernier exemple de l'importance de la parole, je prends un exemple un peu plus pop, là. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film Barbie cet été? Ouais? Bon, un moment clé du film, un moment, à mon avis, qui est vraiment le moment le plus marquant du film, c'est pas Ryan Gosling qui fait sa chorégraphie, même s'il danse vraiment très bien. Je pense qu'un moment clé du film, sans doute vous en rappelez, là, c'est le discours d'America Ferrara. Quand America Ferrara prend la parole, puis fait son discours sur le patriarcat et sur la condition féminine, c'est juste un discours, là. C'est pas du rose nanane, puis des paillettes, puis de la danse, puis de la musique. C'est juste, elle fait juste parler. Mais son discours est tellement puissant que moi, j'ai pleuré en écoutant le film. Puis on était plusieurs dans la salle à avoir des frissons. Il y avait quelque chose là qui se passait, qui se produisait, parce que la parole, elle a cette puissance, cette capacité d'aller nous chercher et de changer les choses. Cette découverte que la parole, c'est important, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a très longtemps. En fait, il y a un mot qu'on utilise pour désigner la capacité à savoir parler, à faire des discours, et ce mot-là, c'est la rhétorique. Alors, c'est pas un mot, peut-être c'est un mot que vous connaissez pas trop, que vous avez jamais entendu. Aujourd'hui, on dirait peut-être plus la communication. Ah, je m'en vais étudier en communication à l'université. Tu sais. C'est pas exactement l'équivalent de la rhétorique, mais disons pour partir d'une idée vague et générale, la rhétorique, ça ressemble à la communication. Donc, la rhétorique, l'art oratoire, c'est 2 mots qui sont synonymes. Okay, et qui sont relatifs à cette capacité à savoir s'exprimer, à savoir bien parler. Donc, dans l'Antiquité, vous avez tous ici des cours de philo, vous êtes dans votre premier cours de philo, la plupart, je pense. Hein? Vous avez commencé à voir peut-être un peu l'Antiquité. Dans l'Antiquité, au 5e siècle avant Jésus-Christ, on a découvert justement cette technique qui est la rhétorique. On pense aujourd'hui que c'est en Sicile, donc une île à côté de l'Italie, là, que la rhétorique est apparue, au moment où il y a eu les premiers tribunaux démocratiques. Donc, ce n'était pas encore la démocratie, mais on commençait à voir certains tribunaux apparaître, et c'est là qu'on a vu des maîtres de rhétorique, donc des gens qui revendiquaient la capacité à savoir bien parler, mais aussi à l'enseigner à d'autres. Alors moi, aujourd'hui, c'est quoi le but de ma conférence? Le but de ma conférence aujourd'hui, c'est de vous montrer c'est quoi le rapport, la relation qu'entretiennent la rhétorique et la philosophie. Spontanément, la philosophie est d'une certaine façon hostile à la rhétorique. Et mon objectif, c'est vraiment que vous compreniez pourquoi. Pourquoi est-ce que la philosophie est hostile, ce qui peut paraître étrange, pourquoi est-ce que la philosophie serait hostile à la communication, à la rhétorique? Qu'est-ce qui est problématique là-dedans? Puis pour faire ça, je vais utiliser Platon, pas parce que c'est mon philosophe préféré, mais parce que Platon est, à mon avis, le meilleur philosophe pour penser, en tout cas, la rhétorique à partir de la philosophie, parce que la rhétorique venait d'apparaître quand il a commencé à y réfléchir, et qu'il a réagi fortement, et qu'il a, d'une certaine manière, non seulement critiqué la rhétorique, mais vous allez le voir, il l'a refondée aussi. Donc, dans la présentation, soyez pas déstabilisés si vous voyez que la rhétorique, elle évolue au fur et à mesure, parce qu'on va avoir différentes définitions. D'accord? Donc, je vais essayer de rester clair dans les différentes définitions de la rhétorique, mais ça va se modifier au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, ma présentation est en 3 parties. 3 parties. Première partie, je vais vous expliquer d'où vient la démarche de Platon. Donc, d'où vient la pensée de Platon? Quand on voit un philosophe, c'est toujours très important de comprendre d'où émergent ses idées. Donc, je vais relever le défi de résumer la pensée de Platon en 5 minutes. S'il y a des profs de philo, évidemment, dans la salle, ils doivent me juger un peu, mais je vais essayer quand même de relever ce défi-là, de résumer Platon, pour qu'on comprenne d'où il part. Et puis ensuite, dans ma deuxième partie, qui va être sans doute la plus grosse et la plus longue, je vais vraiment regarder la critique de la rhétorique. Puis pour ça, je vais aller prendre différents extraits pour vous montrer les différents défauts de la rhétorique. Puis dans la troisième partie, je vais vous expliquer plus c'est quoi un philosophe, comment est-ce que la philosophie peut refonder la rhétorique, c'est quoi le rapport finalement qui peut se dégager de tout ça. Donc ça, c'est le programme. Ça va? Ouais? Alors, je commence donc tout de suite par mon petit défi, donc d'où vient la réflexion de Platon. Quand je présente un philosophe dans mes classes, j'insiste toujours sur cette idée qu'un philosophe, tu sais, il n'y a pas ses idées en mangeant son bol de céréales le matin, là, ça ne lui tombe pas dans la tête tout d'un coup.
Un philosophe, c'est quelqu'un qui, comme un artiste, d'une certaine manière, réagit à son époque. Okay? Donc, quand on vit dans un certain contexte historique, on est marqué, choqué par certaines choses, influencé. Puis les philosophes, souvent, génèrent leurs pensées à partir du contexte dans lequel ils sont, et ensuite changent, ont un impact sur la société. Et Platon, c'est sans doute un des philosophes qui a plus marqué l'histoire, et c'est quelqu'un qui, en même temps, a vraiment réagi à plein de choses. Et c'est toujours important, pour bien comprendre sa pensée, de comprendre à quoi il a réagi. Donc, si je devais prendre un point de départ, d'où vient la pensée de Platon? Mais Platon, c'est vraiment quelqu'un, sa réflexion fondamentale, elle porte sur le rapport entre la pensée et la vérité. Okay? Donc, la relation entre la pensée et la vérité. Donc, si je devais commencer par une première question, la première question qui a animé Platon, qui l'a emmené en philosophie, c'est la question « Que pouvons-nous savoir ?» Ou, autrement dit, est-ce que l'être humain peut atteindre la vérité? C'est une question qui est une question épistémologique. Est-ce que l'être humain a la capacité d'atteindre la vérité? Alors, pourquoi il a eu cette question-là? Parce que justement, à son époque, il y avait des gens qu'on appelle les sophistes, peut-être vous en avez déjà entendu parler, qui défendaient, eux, ils répondaient à cette question-là et ils disaient, non, l'être humain n'est pas capable d'atteindre la vérité. Soit parce qu'il n'en a pas les capacités, soit parce qu'il n'y a pas quelque chose comme la vérité qui existe. Il n'y a que des opinions. Donc les sophistes, ils défendaient cette idée que non, on n'est pas capable d'atteindre la vérité. Et Platon, il a dit, c'est faux, vous avez tort. Il y a quelque chose qui nous permet d'atteindre la vérité. Nous, les humains, on possède quelque chose qui assurément nous permet de reconnaître, de distinguer le vrai du faux. C'est une contrainte qui s'exerce en nous et ça s'appelle la raison, ou le logos pour les Grecs. La raison, c'est la contrainte en nous qui fait que quand on regarde 2 + 2 = 4, ça fait jamais 5. Cette contrainte-là qui s'exerce fait qu'effectivement, l'être humain peut atteindre la vérité. Là, vous allez me dire, ouais, c'est bien sympathique tout ça, mais dans la vie de tous les jours, les êtres humains, ils se trompent pas mal souvent. Et Platon serait tout à fait d'accord avec vous. En fait, Platon constate, et c'est sa deuxième question, comment ça se fait qu'on se trompe autant? Comment ça se fait que si on est capable d'atteindre la vérité, les êtres humains se trompent à ce point-là, et qu'on soit tout le temps dans l'opinion, dans la croyance, dans le préjugé? Donc la deuxième question de Platon, c'est pourquoi est-ce que les êtres humains se trompent? Ou autrement dit, c'est quoi les obstacles, les embûches qui nous empêchent d'atteindre la vérité? Et pour répondre à cette question-là, il faut avoir une bonne connaissance de la nature humaine. Autrement dit, Platon, c'est un peu un psychologue, si vous voulez, dans la mesure où c'est quelqu'un qui s'est dit, faut que je regarde comment fonctionne l'être humain, comment on réfléchit, et qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince dans l'exercice de la raison? Puis vous avez sans doute une petite idée de la réponse. Pourquoi est-ce qu'on est si pourris à atteindre la vérité, nous les êtres humains? Parce qu'on a aussi des désirs, puis des émotions, puis aussi on s'aime beaucoup nous-mêmes. Tu sais, dans une discussion avec quelqu'un, là, quand on veut absolument avoir raison, mais qu'on sait qu'on a tort, là, vous voyez de quoi je veux parler, là? On a tendance à prioriser nos opinions juste parce que c'est nos opinions, puis qu'on s'aime. Donc, les émotions, les désirs, ce sont des choses qui peuvent entraver l'exercice de la raison. D'autres choses, mais ça, c'est une chose que Platon vraiment identifie. Ce qui l'amène à sa troisième question, qui, d'une certaine manière, met en mouvement sa pensée, c'est comment guérir les êtres humains de leur ignorance. Donc, comment faire pour arriver à transmettre la vérité? C'est ce qu'on appelle, c'est vraiment le défi de l'éducation ou de la transmission du savoir. Et Platon, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à cette question-là, et la preuve en est la manière qu'il a choisi d'écrire. Je ne sais pas si vous avez tous déjà lu un peu de Platon, mais je peux vous garantir que si vous allez à la bibliothèque du Cégep et que vous ouvrez tous les ouvrages de Platon, jamais vous allez trouver dans aucun livre de Platon, Platon pense que. C'est marqué nulle part. Nulle part, pourquoi? Parce que Platon, il n'utilise jamais, il n'écrit pas des traités. Ce n'est pas un philosophe qui dit « moi, Platon, je pense que ceci, cela ». Il ne fait jamais ça. Qu'est-ce qu'il fait à la place? Il fait dialoguer des personnages de son époque ensemble, sur différentes questions. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de faire ça? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de transmettre sa pensée de cette manière-là? Il a décidé de le faire parce que, pour lui, la vérité,
C'est pas une proposition qu'on peut donner comme ça. Tu sais, c'est pas genre, tiens, voilà, ça c'est la vérité, ciao, bye, c'est fini. Parce que si je fais ça, là, si je vous dis, hey, la vérité, moi je la connais, je vous l'ai dit, mais vous ne la dites pas à personne, là, mais je vous la transmets, là, voilà, c'est ça, ben, ça c'est comme une opinion, là. Vous allez juste, quoi, me croire sur parole? Ça ne marche pas comme ça, la vérité. Pour qu'il y ait une vérité, il faut que je sois capable de justifier ce que j'avance, que je sois capable de rendre compte de ce que je dis, que je sois capable d'amener l'autre personne avec moi dans le processus de ce que j'explique. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'ouverture d'esprit, ça prend de la disponibilité, ça prend toutes sortes de critères qui font que c'est pas évident. Tu sais, mettons que moi, là, je voudrais éduquer beaucoup de gens. Ben, tu sais, comme Socrate, par exemple. Socrate, il passait sa journée à marcher sur la place publique pour aller discuter avec les gens. Ben, dans toute une vie, je ne sais pas combien de personnes je vais pouvoir atteindre, mais c'est pas tant que ça. Pas autant qu'en ce moment, par exemple, où là, on est vraiment nombreux. Donc, si je reviens à la question de comment guérir les hommes de leur ignorance, pour Platon, clairement, pour pouvoir communiquer la vérité, il faut être en petits groupes et dialoguer. C'est ça l'idéal. Mais comme j'ai dit, ça prend du temps. Alors peut-être qu'on pourrait se tourner vers la foule, éduquer les gens en foule, en grand nombre. Mais là aussi, il y a un problème. Parce que quand on est en foule, comme vous l'êtes en ce moment, mais la capacité rationnelle de l'être humain, ça va pas très bien. Si quelqu'un, par exemple, dans la salle, tout d'un coup, se disait « Hey, il y a une tarentule à mes pieds », bien, probablement que, tu sais, on ne se dirait pas hey, on aurait une réaction de panique, puis là, tout le monde se mettra à se lever, puis là, ça deviendrait n'importe quoi. La foule, au plan psychologique, c'est pas un bon endroit pour l'être humain pour rationaliser. Puis ça, c'est quelque chose dont on va reparler un petit peu plus tard, mais c'est pas une des conditions idéales pour éduquer la foule. C'est pas une condition idéale pour transmettre la vérité. Donc, je suis pas en train de vous dire que ça sert à rien que je parle en ce moment, mais dans tous les cas, c'est important de prendre conscience de ça, et Platon avait pris conscience de ça. Et c'est pour ça que pour Platon, à son époque, c'était une démocratie à Athènes, c'est quelqu'un qui, et ça fait partie de son projet philosophique, voulait réformer la démocratie pour réformer notamment l'éducation. Mais évidemment, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de la critique de la démocratie de Platon, ni de son projet politique. C'est simplement, je vous résume un petit peu la pensée de Platon pour que vous compreniez là d'où est-ce qu'on part. Donc Platon, il a réagi là aux sophistes, il a dit on est capable de trouver la vérité, c'est juste qu'on a beaucoup de difficultés à la trouver, et il faut trouver un bon moyen de transmettre la vérité. Visiblement, ce n'est pas en foule que ça fonctionne. Donc on va essayer d'aller voir un petit peu plus en détail pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et donc je rentre dans ma deuxième partie, donc la critique de la rhétorique. Alors Éric, tu peux mettre l'extrait numéro 2, s'il te plaît. Donc la critique de la rhétorique, qu'est-ce que vient faire la rhétorique là-dedans? La rhétorique, justement, c'est savoir bien parler devant une foule. Dans l'œuvre de Platon, la rhétorique, elle apparaît à plusieurs endroits. Et je vais commencer par vous montrer c'est quoi le problème qu'elle peut poser en démocratie, justement. Qu'est-ce que ça fait quand on est en foule dans la démocratie? Alors, je lis un extrait, c'est Socrate qui est en train de parler. Donc, il explique l'effet de la rhétorique sur l'esprit d'un jeune homme dans une foule. Alors, je lis avec vous, il dit « Lorsque, répondis-je, ensemble, ils viennent multitudes compactes prendre place à l'assemblée, au tribunal, au théâtre, au camp, à tout autre concours et rassemblement de population où ce qui se dit et se fait est à grand fracas, tantôt blâmé, tantôt loué, de façon excessive avec des hurlements ou des battements de mains, tandis que les rochers avoisinant le lieu où ils se trouvent leur renvoient, doublés par l'écho, le fracas du blâme et de la louange, dans de telles conditions, quel jeune homme crois-tu capable, comme on dit, de se tenir le cœur en place ? Ou quelle éducation privée résisterait en lui, qui, submergé sous une masse pareille d'éloges ou de blâmes, ne s'en aille emporter au fil du courant, là où on pourra l'emporter celui-ci. Ne déclara-t-il pas belle et laide les mêmes choses qu'eux? Ne s'occupera-t-il pas de ce à quoi précisément s'occupent ces gens-là? Ne sera-t-il pas tels qu'ils sont? J'adore cet extrait parce que je trouve que la description que fait Platon, elle est incroyable. On comprend exactement là comment ça sature l'ouïe, avec tout le fracas, le chaos, tout ce qu'il décrit là. Bon, c'est comme un concert de rock presque là dont il parle, mais ce qu'il parle là, c'est des conditions démocratiques. Donc quand on est en démocratie, les moments où on est en foule, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est comme submergé par une espèce de vague. Hein, c'est un peu comme
Ben, c'est ça l'expérience qu'on peut avoir aujourd'hui d'un concert où on sent qu'à l'intérieur de nous-mêmes, là, notre cage thoracique vibre tellement c'est fort la musique. Là. Il y a quelque chose là qui fait qu'on n'est plus capable de s'appartenir. Hein. On est comme dépossédé de soi. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait ici? Platon est en train de nous dire on perd notre capacité rationnelle. Hein. Le jeune homme qui est dans cette foule-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un mimétisme. C'est-à-dire qu'il va se mettre à avoir dans son esprit les mêmes choses que celui qui est en train de parler, voire d'adopter même les mêmes actions, la même poursuite, le même mode de vie. Et il y a une autre chose très importante dans cet extrait, qui va revenir par la suite, c'est que vous voyez, à plusieurs reprises, il utilise le mot blâme, louange, louer ou blâmer. Ça, c'est très important. La rhétorique, c'est un discours qui est toujours dans le qualificatif. C'est-à-dire que c'est toujours un discours qui est en train de dire que quelque chose est bien ou mal, ou laid ou beau. Et non en train de dire ce qu'est une chose. Ça va être une différence importante avec la philosophie. La rhétorique, elle est toujours en train de nous dire « Ah ben oui, mais ça c'est une bonne chose, ça c'est une mauvaise chose. Hein. » Si on pense aux politiciens quand ils nous parlent, souvent d'ailleurs une question c'est « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est ça précisément ?» Mais c'est « Non, mais vous inquiétez pas, ça va être bien. » La rhétorique est d'emblée toujours elle est en train de vanter quelque chose ou au contraire de critiquer quelque chose, mais vraiment sur le plan qualitatif. Dans l'Antiquité, quand on parle de l'effet de la rhétorique, souvent aussi ce qui revient, là c'est Louis qui est beaucoup mis en avant, mais certains auteurs vont dire que la rhétorique c'est comme une empreinte dans l'esprit de quelqu'un. Comme si notre esprit c'est quelque chose d'un petit peu mou, puis là on vient s'engraver, le rhéteur il vient écraser dans votre esprit quelque chose, vous marquez l'esprit, vous formez dans un moule. Donc, on voit ici que la rhétorique, c'est quelque chose de déjà très puissant. Si juste une personne qui parle à une foule est capable d'influencer, de manipuler sur le plan des émotions, sur le plan des idées, juste avec son discours, là, on voit déjà que c'est quelque chose de très puissant. J'arrive au troisième extrait, donc l'extrait du Gorgias. Le Gorgias, c'est vraiment un dialogue qui porte sur la rhétorique chez Platon. Et justement, je vous disais, la rhétorique, elle a de la difficulté à définir les choses. Le dialogue, il commence, Socrate, il s'en va voir Gorgias. Gorgias, c'est un maître de rhétorique qui est très célèbre à l'époque. Et Socrate lui demande, c'est quoi la rhétorique? Puis Gorgias, il répond, ah, mais c'est la meilleure des choses. C'est-à-dire qu'il vient de faire exactement ce que je vous disais. Il n'a pas défini ce qu'est la rhétorique, il a juste dit, c'est vraiment cool. Puis il ajoute après, et tu peux dire que je suis le meilleur rhéteur en plus, Socrate. Donc on voit d'emblée que c'est quelqu'un qui a un bon ego, Gorgias. Mais justement, Socrate veut savoir ce qu'est la rhétorique. Et au fur et à mesure, donc Socrate demande à Gorgias, précise tes affaires, parce que là, c'est pas très très clair. Et on arrive à cet extrait-là. Et dans cet extrait-là, Gorgias y révèle, d'une certaine manière, c'est pas qu'il veut le cacher, mais il révèle la portée de la rhétorique. Alors on le lit ensemble, puis ensuite je vous explique c'est quoi qui marche pas là-dedans. Alors, allons, vas-y Gorgias, admets que ces gens-là se joignent à moi pour t'interroger et réponds-nous sur ce qui est bien. Qu'est-ce bien donc? Tu affirmes qu'il n'y en a... je me suis perdue dans ma ligne. Donc tu affirmes qu'il n'y en a... Je vais reprendre du début, excusez. Allons, vas-y Gorgias, admets que ces gens-là se joignent à moi pour t'interroger et réponds-nous sur ce qu'est ce bien dont tu affirmes qu'il n'y en a pas pour l'humanité de plus grand et que c'est lui qui est l'objet de ta profession. C'est ce qui justement est en toute vérité le bien le plus grand et un principe à la fois d'indépendance pour l'individu et à la fois pour chacun, à l'intérieur de sa cité, d'autorité sur les autres. Mais enfin, quelle est donc cette chose dont tu veux parler ? Ce dont je veux parler, c'est de la capacité à persuader, aussi bien les juges au tribunal qu'au conseil, les membres du conseil et les membres de l'assemblée, que dans toute autre réunion qui sera réunion politique. Que dis-je? En possession de ce pouvoir-là, du médecin tu feras ton esclave, et ton esclave du maître de gymnase. Alors qu'est-ce que Gorgias est en train de dire ici? Il est en train de dire, en fait... j'ai raison, Socrate, de dire que la rhétorique, c'est la meilleure des choses. Pourquoi? Parce que la rhétorique, c'est le meilleur moyen pour rester libre. Ça garantit ma liberté personnelle ici, évidemment. Ça me garantit que je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux parce que, dans le fond, avec la capacité à persuader n'importe qui, je peux convaincre, je peux
persuader, en fait, c'est plus persuader que convaincre, n'importe qui de ce que je veux. Je peux faire en sorte que même le médecin soit mon esclave. C'est-à-dire que la rhétorique, elle apparaît ici comme une arme en démocratie. Une arme à la fois pour se défendre, au sens où, évidemment, on doit défendre ses idées, mais aussi se défendre au tribunal, par exemple, dans un contexte où on est attaqué, les avocats défendent grâce à la rhétorique, mais aussi au sens où on peut attaquer. Et donc la rhétorique, c'est une arme qui va dans les deux sens et qui permet de garantir une forme d'autoconservation, on va en reparler un petit peu plus loin, mais donc de garantir notre liberté au sein de la cité. Donc attaquer ou défendre, c'est une arme qui nous permet d'avoir donc une indépendance. Quand il dit une autorité, là ici, il veut dire une influence sur les autres. J'arrive à l'extrait 4. Donc on a vu jusqu'à présent la rhétorique en démocratie dans la foule, c'est problématique parce que ça nous dépossède de nous-mêmes, ça fait qu'on est facilement manipulable. Ensuite, on a vu que c'est une arme dans la cité pour une personne, un individu. Là, on va arriver à un autre point, c'est est-ce que pour pouvoir bien parler de quelque chose, il faut que je connaisse bien cette chose-là? Alors, pensez-y un instant. Est-ce que vous pensez que quand on parle de quelque chose, quand on veut bien parler de quelque chose, est-ce que nécessairement on doit savoir de quoi on parle? Non. En fait, justement, la rhétorique nous permet de faire complètement illusion. Et c'est le point de l'extrait suivant qui est dans le Phèdre. Alors cette fois-ci, Socrate discute avec Phèdre, qui est un jeune homme, et il discute de la rhétorique et il lui dit, bon, dans lequel des deux cas sommes-nous plus faciles à tromper? Et pour lequel la rhétorique a-t-elle le plus grand pouvoir? Il est évident que c'est pour les choses à propos desquelles notre opinion est flottante. Qu'est-ce que veut dire Phèdre ici? Et je m'arrête là, je ne lis pas la suite de l'extrait. C'est que, mettons là que je voulais aujourd'hui vous convaincre que la Terre est plate, j'aurais bien de la misère, parce que c'est visiblement quelque chose qu'on connaît. En revanche, dans les choses qu'on connaît moins, puis il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, le rhéteur, il a les coups des franches, parce que justement, la rhétorique, elle est très efficace, en particulier dans un contexte où on ne sait pas trop de quoi on parle, où on ne sait pas exactement tous les détails. Donc c'est aussi comme ça que parfois certains politiciens peuvent faire illusion, sans expliquer tout, ils vont surfer d'une certaine manière sur le fait qu'on est en situation de croyance. La rhétorique est efficace en situation de croyance. Si je suis un médecin devant une assemblée de médecins, je vais avoir beaucoup plus de difficultés Mais je veux dire, si je suis devant une assemblée de médecins et que je ne suis pas médecin, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à faire illusion, évidemment, que si ce n'est pas le cas. Donc la rhétorique, elle est efficace dans un contexte où on ne sait pas, et ça pose la question, donc encore une fois, de savoir est-ce que le rhéteur a besoin d'être savant? La réponse, c'est non. Le rhéteur n'a pas besoin d'être savant dans le domaine dans lequel il parle pour pouvoir donner l'illusion d'être savant. Et c'est là qu'on arrive à un autre problème que pose la rhétorique, c'est dans l'extrait d'après, donc on va descendre, Donc, dans le cas où s'assemblent les citoyens pour choisir un médecin ou un constructeur de bateaux, on est dans la Grèce antique, c'est bien important les bateaux, ou n'importe qui dans l'agent des professionnels, n'est-il pas vrai qu'alors ce n'est pas à celui qui est compétent dans l'art oratoire qu'il appartiendra de donner une consultation? Dans chacun de ces choix, en effet, c'est, la chose est claire, le spécialiste le plus compétent que l'on doit choisir. Donc, qu'est-ce que nous dit Socrate? Il nous dit, mais la plupart du temps, quand on veut prendre une décision dans un domaine précis, ça prend la personne compétente pour décider. On s'entend qu'on ne va pas confier ça à quelqu'un qui ne sait rien, là. Pas davantage, cela ne lui appartiendra-t-il dans le cas où il s'agit d'édifier des murailles, d'aménager des ports ou des arsenaux pour la marine, mais ce sera à des constructeurs, ni non plus si cette fois la délibération concerne le choix des généraux ou à l'encontre des ennemis, celui d'un ordre de bataille adopté, des positions à occuper. Mais ce seront les hommes compétents dans l'art militaire et non point ceux qui sont compétents dans l'art oratoire qui donneront leur avis. Et là, Socrate demande à Gorgias qu'est-ce qu'il en pense. Mais la vérité, c'est qu'en démocratie, à cette époque-là, c'est pas le constructeur de bateaux qu'on va consulter, c'est le rhéteur. Dans la cité, en démocratie, celui qui sait parler a plus de pouvoir que celui qui est compétent. Ça, c'est un problème énorme. C'est un problème énorme. Ça veut dire que la personne qui sait bien parler va avoir le dessus sur la personne qui sait. Si la personne qui sait est moindrement un peu gênée ou timide ou ne sait pas comment bien parler ou être convaincant, elle n'aura pas le même impact
qu'une personne qui sait rien, mais qui va juste raconter des bêtises, mais qui sait comment parler, et donc qui va plus facilement persuader les gens. Donc là, on voit apparaître un autre problème majeur de la rhétorique, c'est qu'elle usurpe ceux qui ont le savoir. Elle a un grand pouvoir et elle usurpe ceux qui possèdent le savoir. Donc elle fait illusion de savoir et c'est un point que j'ai mis au début de l'exemplier, là, dans les concepts importants, sur le fait que la rhétorique ici, donc elle est productrice d'une persuasion, c'est mon deuxième picot, la rhétorique est productrice d'une persuasion capable d'engendrer une croyance. C'est une croyance, ce n'est pas un savoir que le rhéteur y donne. Alors sur le juste et l'injuste, ça c'est parce que c'est lié au Gorgias, je laisse ça de moment pour le côté. Donc ça veut dire aussi que possiblement, je peux me dire, hey, moi j'aimerais ça avoir du pouvoir, j'aimerais ça avoir de l'influence, j'aimerais ça avoir de l'autorité dans la cité, j'aimerais ça pouvoir faire ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'être savant dans quoi que ce soit, sauf de connaître la rhétorique. Si je connais la rhétorique, je peux être capable d'aller en politique, de faire illusion, de raconter plein de choses, puis ensuite d'obtenir ce que je veux et de pouvoir faire ce que je veux. D'être d'une certaine manière intouchable, juste par le fait que je suis capable de parler. Là, je n'aimerais pas d'exemple précis, mais peut-être vous en avez dans votre esprit. Ça vous appartient. Mais donc, on peut vraiment voir la rhétorique comme un pouvoir de faire ce qu'on veut en démocratie quand on la maîtrise. Mais alors, c'est quoi la rhétorique finalement? Et surtout, pourquoi c'est efficace? Pourquoi ça marche si bien que ça, la rhétorique? Pourquoi ça nous attrape aussi bien? C'est pour ça qu'il faut arriver à une définition de la rhétorique faite par Socrate cette fois-ci. C'est l'extrait numéro 6. Donc, dans cet extrait-là, on va comprendre finalement c'est quoi le mécanisme qu'utilise la rhétorique pour être aussi puissante. Mais la rhétorique, donc c'est Socrate qui parle, il parle avec un autre personnage du dialogue qui s'appelle Calliclès, qui lui est convaincu par la rhétorique et veut avoir du pouvoir dans la cité. Donc il lui dit, mais la rhétorique qui s'adresse au peuple d'Athènes et au peuple composé d'hommes libres des autres cités, que faut-il en penser? Les rhéteurs te paraissent-ils parler toujours en vue du meilleur, ce meilleur qu'ils définissent au cas par tâtonnement, afin par leur argument d'améliorer le plus possible les citoyens? Au contraire, ne cherchent-ils pas à faire plaisir aux citoyens, et tout occupés qu'ils sont par leur intérêt particulier, ne maîtrisent-ils pas le bien commun? En s'adressant au peuple comme à des enfants, ne cherchent-ils pas seulement à leur faire plaisir, mais en vérité rendre meilleurs ou pires les citoyens par leur argumentation? Ils ne s'en soucient en aucune manière, n'est-ce pas? Oh, ce que tu demandes n'est pas simple. En effet, il y a ceux qui avancent ce qu'ils disent en se préoccupant des citoyens, et il y a ceux dont tu parles. C'est suffisant. Même s'il y a deux catégories, l'une des deux révélerait bien de la flatterie et du discours laid, tandis que l'autre serait belle et s'efforcerait de rendre meilleure autant que possible l'âme des citoyens et de lutter en disant ce qu'il y a de mieux, que ce soit agréable ou désagréable pour les auditeurs. Mais tu sais que cette rhétorique ne se rencontre jamais. Sinon, si tu peux mentionner un rhéteur de ce genre, pourquoi ne le fais-tu pas? Donc, qu'est-ce qu'il fait Socrate ici? Il oppose deux types de rhéteurs. Il dit, d'un côté, il y a le rhéteur qu'on rencontre jamais. Puis, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un, un rhéteur qui a à cœur juste le bien commun, qui veut juste vous éduquer, qui veut juste faire ce qu'il y a de mieux, qui a vraiment à cœur la moralité de ses citoyens, versus l'autre rhéteur? Alors l'autre rhéteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il agit par intérêt personnel. Donc ce qu'il vise, et c'est là qu'on tombe sur le noyau qui compose la rhétorique, il vise le plaisir. Faire plaisir, c'est le ressort numéro 1 de la rhétorique. Vous le savez, vous allez voir votre prof, vous n'êtes pas content de votre note. Si vous arrivez et vous dites « Hey, monsieur, je ne suis pas d'accord, c'est n'importe quoi, non », versus si vous arrivez, monsieur, j'aime vraiment beaucoup votre cours, vous êtes vraiment un enseignant extraordinaire. À chaque fois que je viens, là, j'ai envie de pleurer tellement c'est bon. Mais je pense ma note, qu'est-ce que vous faites là? Vous faites ce qu'on appelle du chantage affectif, chantage affectif de base, c'est-à-dire que vous utilisez
le plaisir, vous utilisez la flatterie. Et Socrate, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est ça la rhétorique. En fait, la rhétorique, c'est une couple de gens qui ont découvert que quand tu utilises les émotions, alors essentiellement le plaisir, la flatterie, ça peut aussi être la peur, quand on pense à... Il y a beaucoup de discours aujourd'hui populistes, démagogiques, qui jouent plutôt sur la peur, donc faire peur aux gens pour leur mettre certaines idées aussi dans la tête. Mais donc le ressort essentiel de la rhétorique, c'est la flatterie. Et c'est pour ça qu'on peut aller au début dans les concepts importants. Dans les concepts importants au tout début, si tu peux remonter juste, Eric, au niveau des définitions. Donc, sur quoi repose finalement la rhétorique? Donc, vous voyez, c'est mon troisième picot. Selon Socrate, la rhétorique pratiquée par Gorgias est un... Alors, vous allez pas m'aimer parce que c'est un mot compliqué. Simulacre. Un simulacre d'une espèce de l'art politique qui appartient à la catégorie de la flatterie et une empirie, oh non, encore un mot compliqué, c'est-à-dire qu'elle procède par conjecture et qu'elle est un mode irrationnel d'activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit de manière beaucoup plus simple, la rhétorique, quand on veut dire que c'est un simulacre, on veut dire que c'est un leurre. Comme quand vous allez à la pêche, là, vous avez un petit hameçon, là, vous mettez dans l'eau, c'est un leurre pour le poisson, là. C'est la même chose, la rhétorique. Qu'est-ce qu'elle fait, la rhétorique? Elle fait semblant d'être un savoir politique. Mais elle n'est pas vraiment un savoir politique. Tout ce qu'elle est, c'est une flatterie. Et ce n'est pas un vrai savoir. Pourquoi ce n'est pas un vrai savoir? Parce qu'en fait, c'est un truc. Un truc que peut-être certains d'entre vous ont déjà découvert par eux-mêmes. Tu sais, le bon vendeur de char, là, du coin, là, il a la rhétorique, là. C'est quoi la rhétorique, là? Quand on pense, on connaît tous des gens comme ça dans notre entourage qui ont, tu sais, un peu de charisme, confiance en soi, puis là, ils sont capables, là, naturellement, ils sont capables de nous embobiner, là. Tu sais, c'est ça, en fait, la rhétorique, telle que Gorgias la pratique. C'est pas un vrai savoir, c'est juste une technique, c'est juste un artifice qui fait illusion, où on a découvert que les émotions, la flatterie, ça fonctionne pour manipuler et bien parler. Mais ce n'est pas transmettre un savoir. Et c'est pour ça que c'est un mode irrationnel d'activité. Ça ne fait pas appel à votre raison, la rhétorique. Ça fait appel à vos émotions. C'est pour ça qu'on aime ça, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on trouve ça plaisant. C'est pour ça qu'on trouve ça divertissant. Ce n'est pas dur comme une conférence de philosophie. C'est quelque chose qui c'est comme un petit bonbon, la rhétorique. Il y a quelque chose de vraiment agréable là-dedans. Donc, elle utilise la flatterie comme procédé principal. Et nous, comme on s'aime nous-mêmes, comme on aime ça, avoir du plaisir, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Peut-être que dans vos cours, vous avez déjà étudié les sophistes, ce qu'on appelle les entraves au dialogue, aussi peut-être des fois. Là. Les sophistes, la plupart du temps, justement, reposent sur des appels aux émotions. Il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Donc, la rhétorique que pratique Gorgias, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas un vrai savoir et qui est dangereux. Donc, si je récapitule la critique de la rhétorique de ce qu'on a vu jusqu'à présent, la rhétorique, c'est une arme puissante qui donne à celui qui la manie la capacité de persuader les autres, mais sans utiliser un savoir et sans produire un savoir. Okay? Donc, c'est une technique qui produit seulement une croyance, qui n'est pas capable de se justifier ou de rendre compte de ce qu'elle avance et qui utilise les émotions. En plus de ça, elle prend la place du savoir en se faisant passer pour plus savant que ceux qui savent réellement. Donc c'est vraiment un mensonge, elle est vraiment du côté de la non-vérité et elle sert les intérêts personnels du rhéteur. Ça va? Donc ça, c'est la critique. On pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais c'est essentiellement des grands traits de la critique que Platon fait de la rhétorique. Alors j'arrive maintenant à ma troisième partie, donc troisième et dernière partie, qui est la refondation de la rhétorique. Donc là, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est le fait que Platon critique la rhétorique, il fait discuter ses philosophes avec la rhétorique. Mais là, on n'a pas encore compris clairement pourquoi est-ce qu'il y a une hostilité ou un conflit entre la rhétorique et la philosophie. Et pour ça, il faut bien comprendre ce qu'est un philosophe. Alors, donc ma troisième partie, qu'est-ce qu'un philosophe? Un philosophe, c'est quoi? Bon. Alors, un philosophe, c'est quelqu'un qui est amoureux de la vérité. C'est quelqu'un qui est amoureux de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un... En fait, un philosophe, c'est quelqu'un qui s'oppose aux sages,
qu'est-ce que c'est? Qui c'est le sage? C'est celui qui sait déjà. Celui qui sait déjà, il n'y a pas besoin de chercher. Il n'y a pas besoin de chercher la vérité, puisqu'il sait déjà. Le philosophe donc s'oppose au sage et il s'oppose aussi à l'ignorant. L'ignorant aussi, il ne cherche pas parce que lui, carrément, il ne sait pas qu'il ne sait pas, donc il n'y a pas de raison de chercher. Autrement dit, qu'on soit sage ou qu'on soit ignorant, on est immobile. Alors que le philosophe, pour Platon, c'est quelqu'un qui est en mouvement. C'est quelqu'un qui est en mouvement parce que penser, pour Platon, vous le voyez, c'est ici. Penser, c'est une activité caractérisée par un mouvement de questions et de réponses à l'intérieur de soi. Ça, c'est un philosophe. Un philosophe, c'est quelqu'un qui est amoureux, donc de la sagesse, et comme un amoureux, il se soumet aux exigences de la sagesse. C'est quoi les exigences de la sagesse? C'est l'exigence d'être cohérent entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Socrate, c'est quelqu'un qui incarne d'abord et avant tout la cohérence philosophique. Pas juste une cohérence là, de ne pas se contredire quand on parle. Là. On parle d'une cohérence, là, comme une cohérence de vie, okay? Une cohérence existentielle. Que quand tu as des principes, il n'y a rien qui va te faire déroger de ce principe-là. Donc c'est le fait de vraiment incarner un mode de vie philosophique. Un vrai philosophe, là, c'est quelqu'un qui vit selon ses idées, qui fait selon ses idées. Donc il y a une cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc, le philosophe, c'est celui qui se soumet au logos, à la raison et à sa cohérence. Et c'est pour ça que Socrate dit toujours « Je préférerais que la majorité des hommes fuient en désaccord avec moi et me contredisent, plutôt que de n'être pas à moi tout seul, consonant avec moi-même et me contredire. » Et c'est pour ça que pour Platon, faire de la philosophie, c'est un mouvement, et donc c'est quelque chose qui ressemble à un dialogue. Et Platon, c'est quelqu'un qui a développé donc. Pour lui, la philosophie, c'est nécessairement un dialogue, que ce soit un dialogue à l'intérieur de soi ou avec d'autres gens. Et il a développé quelque chose qu'on appelle la dialectique. Alors, je ne me lancerai pas tout de suite dans la définition de la dialectique, mais la dialectique, c'est ça faire de la philosophie. La dialectique, si je le dis très simplement, c'est rechercher la vérité à travers le dialogue. D'accord ? Donc, c'est rechercher la vérité à travers le dialogue. Et quand on cherche la vérité, on cherche d'abord à savoir ce que sont les choses. Avant même de pouvoir dire si une chose est bonne ou mauvaise, c'est avant de pouvoir dire que la philo, c'est plate ou je ne sais pas quoi, il faut d'abord savoir ce que la philo sait. Qu'est-ce que c'est comme truc? Puis ensuite, on verra pour la suite. Mais donc le philosophe, c'est celui qui va dialoguer, soit à l'intérieur de lui-même, soit avec d'autres, pour être capable d'atteindre la vérité. Donc vous comprenez que la philosophie, elle a une puissance. Ce n'est pas la même puissance que la rhétorique, mais elle a une puissance. C'est quoi cette puissance qu'elle a la philosophie? C'est que quand je dialogue avec les autres, pour vrai, là, pas pour faire semblant, je peux me libérer de mon ignorance. Je peux remettre en question ce que je pense. Je peux changer d'avis, parce que ce qui prime, c'est la raison. C'est la vérité, ce n'est pas mon ego. Okay? Ce n'est pas mes petites émotions, mes petits sentiments de comment je vais me sentir mal parce que j'ai eu tort. Je vais accepter de me soumettre à l'exigence de la philosophie qui est d'aller tester, je teste, qu'est-ce que ça vaut ce que je pense? Est-ce que ça vaut quelque chose ou ça vaut rien? C'est ça le philosophe, c'est quelqu'un qui accepte de se soumettre à ça. Donc la philosophie, elle a une puissance incroyable qui est celle de nous libérer de notre ignorance. Mais c'est une puissance qui est beaucoup plus difficile à utiliser que la rhétorique. C'est beaucoup plus difficile si j'arrive et que je dis « toi, t'as tort, ça ne marche pas ton affaire ». La personne ne va pas m'écouter, là. Ça prend du temps pour être capable d'amener quelqu'un à dialoguer philosophiquement. C'est difficile. Parlez-en à vos profs de philo. C'est pas facile d'être capable d'amener les gens à dialoguer, à s'ouvrir au dialogue et à être capable de se remettre en question. Donc oui, la philosophie, elle a une puissance, mais ce n'est pas une puissance aussi facile à subir ou à utiliser que celle de la rhétorique. Elle demande de la disponibilité, une certaine disposition. Et elle demande aussi, justement, qu'on ait à cœur l'intérêt de l'autre. Ça, c'est une autre chose qui est importante qu'on ne voit pas dans la rhétorique. La rhétorique, c'est un sport de combat. On s'affronte. Quand on parle, c'est qui c'est qui va parler le mieux? Qui c'est qui va planter l'autre? Les débats des chefs à la télé, là, il n'y a pas beaucoup de care là-dedans. Là. On est là pour se combattre, on est là pour s'affronter, pour gagner. En philosophie, on n'est pas là pour gagner.
On est là pour prendre l'autre et procéder étape par étape avec lui pour parvenir à la vérité, pour parvenir à quelque chose ensemble. Mais on progresse ensemble, on tient compte de l'autre, on l'aide. On va lui dire, OK, si tu n'as pas compris, on recommence. Et on va valider chacune des étapes. Donc vous voyez, c'est très exigeant. C'est vraiment exigeant, c'est vraiment difficile de faire ça. Ce n'est pas quelque chose qui est gagné d'avance. Donc, le philosophe, c'est celui qui va chercher à définir ce qui l'entoure et, en ce sens-là, à dépasser, contrairement à la rhétorique, l'apparence et l'illusion. Maintenant que j'ai dit ça, vous comprenez que la philosophie et la rhétorique sont très différentes. La rhétorique, elle se place plutôt du côté donc, du mensonge, de la flatterie, des émotions, de l'irrationalité, de l'intérêt de soi, de la liberté, mais aussi des intérêts de soi. Et puis la philosophie qui, elle, d'un autre côté, est tournée vers la vérité et, dans un sens, est tournée aussi dans une vérité qu'on va trouver ensemble à plusieurs. Alors, à partir de là, comment est-ce que c'est possible de réconcilier la rhétorique et la philosophie? Parce que, bon, vous comprenez que Platon, a priori, c'est quelqu'un qui critique les rhéteurs, qui est contre la rhétorique. Il la voit comme dangereux en démocratie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la rhétorique peut être transformée en un vrai savoir? Eh bien, la réponse de Platon, c'est oui. Et là, attachez vos tuques, parce que Platon, il va dire, oui, la rhétorique, elle peut devenir quelque chose que le philosophe peut utiliser. La rhétorique, il faut qu'elle soit transformée par la philosophie, mais pour qu'elle devienne une vraie rhétorique, il faut qu'elle soit une psychologie. C'est comme si Platon, c'est d'une certaine manière le premier à avoir mis de l'avant cette idée qu'en fait la rhétorique, c'est une sorte de médecine de l'esprit. Alors pour comprendre ça, on va voir l'extrait 7 et l'extrait 9. Alors Eric, à ta petite manette, ouais. Je commence par l'extrait 7. Ensuite, j'irai à l'extrait 9, puis on terminera avec le 8. Donc, à quoi ressemblerait une rhétorique fondée par la philosophie? Eh bien, pour ça, il faudrait que la rhétorique soit refondée par la dialectique, par la philosophie. Donc, on va lire l'extrait. Donc, notre rhéteur, imaginons un bon rhéteur cette fois-ci. Donc, notre rhéteur, à la fois spécialiste et homme de bien, adressera ses arguments aux âmes en se réglant sur la tempérance et la justice et conformera aussi ses actes à elles. Qu'il donne son appui à quelque chose ou qu'il le retire, il le fera toujours en s'appliquant à ce que la justice naisse dans les âmes de ses concitoyens et que l'injustice succombe, que la tempérance apparaisse et l'intempérance disparaisse, que les autres vertus se développent et les vices soient chassés. Alors qu'est-ce que Socrate est en train de dire ici? Il est en train de dire que le rhéteur, en fait, c'est quelqu'un qui, à l'aide de son discours, doit corriger, doit soigner l'âme des autres en y apportant la justice. Alors vous allez me dire, OK, on est rendu où là? C'est quoi la justice dans mon âme? De quoi on parle là? Qu'est-ce que c'est que la justice? La justice, c'est quand chaque chose est à sa place et fait ce pourquoi elle est faite. Exemple, personne n'essayerait de jouer aux échecs avec son estomac. Bonne chance. Si vous voulez inventer une histoire, vous allez utiliser votre imagination. Si vous voulez faire un calcul arithmétique, vous allez utiliser votre raison. C'est ça la justice dans votre esprit. C'est le fait que chacune des facultés que vous avez, elle est à sa place et elle fait sa fonction. Si vous prenez des choix de vie sans écouter votre raison, ça risque de mal se passer. Autrement dit, ce que Platon est en train de dire, c'est que la rhétorique, c'est quelque chose qui doit nous aider à rester équilibrés. C'est quelque chose qui doit soigner nos excès, qui doit ramener à l'intérieur de l'âme un équilibre lié à la modération et à la justice. Ce sont des vertus cardinales grecques très importantes. Donc, il faut qu'on soit bien organisé, que notre esprit soit bien organisé, qu'on respecte les fonctions de chaque chose. Si je suis tout le temps en train d'avoir des désirs et des émotions, je ne vais pas être en maîtrise de ma propre vie. Et le rhéteur, c'est quelqu'un qui doit m'aider à rester justement au contrôle de ma vie. Donc c'est quelqu'un qui va rééquilibrer d'une certaine manière l'âme. Vous ne vous attendiez pas à ça, hein? Que la rhétorique puisse devenir une psychologie, c'est donc quelque chose que suggère Platon. Et pour le voir un petit peu mieux, pour voir comment ça se traduit,
Dans l'extrait 9, en fait, Socrate va comparer la rhétorique à la médecine. Donc ça va être un petit peu plus clair de comprendre comment ça fonctionne, cette affaire-là. Donc Socrate nous dit, sans doute, est-ce la même chose pour l'art médical que pour la rhétorique? Donc ici, Socrate fait une analogie, il compare la rhétorique et la médecine. Alors bon, Phèdre, il dit, comment cela? Toutes deux, elles exigent que l'on définisse une nature. Donc, encore une fois, on est dans la définition de ce que sont les choses. Donc toutes deux exigent que l'on définisse une nature, celle du corps dans l'art médical, celle de l'âme dans la rhétorique. Si l'on ne veut pas en rester à la routine ou à l'expérience, mais user d'art pour produire dans le corps la santé et la force, en lui fournissant des remèdes et de la nourriture, et inculquer à l'âme conviction et excellence en lui fournissant des discours et des pratiques conformes aux lois. Donc, je laisse de côté le reste de l'extrait, mais autrement dit, Socrate est en train de dire, la rhétorique, ça peut être une vraie médecine. Comment? Il faut que le rhéteur y connaisse les différents types de maladies ou de maux qui peuvent affecter justement l'esprit, les différents types de discours qui peuvent soigner, qui connaissent ce qu'est la justice et la modération, et à partir de toute cette connaissance-là, il va être capable de choisir le bon discours pour corriger et soigner ses citoyens. Donc dans l'idéal, le vrai ou la vraie politicienne devrait avoir à cœur de dire la vérité et d'aider à corriger les maux des gens. Sauf que vous comprenez bien que si un politicien se met à dire la vérité, qu'est-ce qui risque de lui arriver? Il ne va pas faire long feu. Parce que souvent, la vérité, ce n'est pas très agréable à entendre. Comme on n'aime pas trop ça, se faire dire la vérité, souvent, on va tasser ou ça va être difficile de dire en politique. Mais donc, le vrai rhéteur, c'est quelqu'un qui doit avoir à cœur la vérité, qui doit donc se mettre à soigner les autres, en sachant que, bien sûr, il y a un certain risque à le faire. Et c'est pour ça qu'on finit avec l'extrait 8, dans cette troisième partie. L'extrait 8, Éric, si tu peux le mettre, s'il te plaît. Donc, dans cet extrait-là, on est toujours dans le Gorgias, cette fois-ci. Socrate, vous le savez, il va être condamné à mort. Il va être condamné à mort parce qu'il a fait de la philosophie et que ça dérange, si je le dis ça de manière rapide. Et donc, Socrate, il dit à Calliclès, « Quel type de soins m'engages-tu à prodiguer à la cité? Explique-le-moi. S'agit-il comme un médecin de me battre avec les Athéniens pour qu'ils soient les meilleurs possibles, ou de faire comme un serviteur qui les fréquente en vue de leur être agréable? Dis-moi la vérité, Calliclès, car puisque tu as commencé à faire preuve de franchise envers moi, tu as le droit de finir de dire ce que tu penses, et maintenant parle bien et avec noblesse. » Eh bien, Calliclès, qu'est-ce qu'il dit à Socrate? Il lui dit, « Eh bien, j'affirme qu'il faudra agir comme serviteur. Tu m'exhortes donc à faire le flatteur, mon noble ami. » C'est pas vraiment son ami en passant. « Si tu tiens à appeler un chat, Socrate, en tout état de cause, si tu ne fais pas le flatteur d'une manière ou d'une autre, cesse de me répéter ce que tu m'as dit 100 fois, que me tuera qui voudra. » Et c'est là qu'on arrive au danger du philosophe. Le philosophe, s'il ne joue pas le jeu de la mauvaise rhétorique, il risque de mourir. Alors vous allez me dire, aujourd'hui, on ne condamnerait pas Socrate. Non, mais aujourd'hui, les philosophes, ce n'est pas les gens les plus cools de la société, là. Si tu annonces à tes parents que tu vas en philo à l'université, je ne pense pas qu'ils vont te dire « Yeah !» Mais peut-être, mais vous êtes chanceux dans ce cas-là, mais la philosophie n'a pas l'air cool. C'est normal qu'elle n'ait pas l'air cool, vu tout ce qu'on a vu là. Les philosophes, c'est des losers. Et c'est une bonne chose qu'on soit des losers. Vous savez pourquoi? Parce que contrairement à tous les autres, on est capable de résister à la pression sociale et au conformisme. Justement, je vous l'ai dit, le philosophe, c'est quelqu'un qui est amoureux de la sagesse. Si on est amoureux de la sagesse, on s'en fout des autres. Ce qui compte pour nous, c'est la cohérence. C'est la cohérence et la soumission à la raison. Donc, en ce sens-là, on va être capable de résister, même à la mort. Socrate est en train de dire, même si tu me condamnes à mort, je m'en fous. Je vais continuer à faire de la philo parce que c'est plus important. Ça a plus de valeur à mes yeux. Ça, que je m'en fiche d'être dans les accords avec tout le monde. La philosophie, pour moi, c'est plus important. Donc, le philosophe, c'est celui qui va mettre au-dessus du rhéteur la recherche du vrai et du savoir. Et donc, qui va refuser, en ce sens-là, le conformisme. Mais c'est que là, on voit le dilemme apparaître clairement. Si tu veux survivre en démocratie, si tu veux survivre en politique,
Ben, dans un sens, il faut que tu sois un serviteur, il faut que tu fasses plaisir aux gens, il faut que tu fasses illusion. Mais si tu es un philosophe, ben là, tu es mal pris en démocratie parce que tu vas te retrouver dans un coin tout seul à parler avec 3-4 personnes. Alors comment faire pour réconcilier la démocratie, la rhétorique, puis la philosophie de l'autre? Ben là, il y a un choix à faire. Parce que le philosophe, c'est bien sympathique. OK, il peut être dans son coin, mais à un moment donné, si la philosophie veut porter, il faut qu'elle fasse le choix de la rhétorique. Il faut qu'elle monte sur scène. Il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle s'adresse au grand nombre. Donc il faut que le philosophe, d'une certaine manière ou d'une autre, il fasse quand même de la rhétorique. Sinon, il est juste planté dans son coin. Donc vous comprenez que quand on pose la question de savoir ce que la rhétorique est une alliée ou un ennemi du philosophe, donc j'arrive tranquillement à ma conclusion. Ouais. Donc, est-ce que la rhétorique est une alliée ou une ennemie? Naturellement, la rhétorique est plutôt une ennemie du philosophe. Elle le menace. Elle est un faux savoir, elle produit que des croyances. Elle n'est pas compatible avec les exigences de la rationalité. Et en plus, elle implique un mode de vie qui est plus égoïste. On va valoriser son intérêt personnel sur celui d'autrui. Mais en même temps, la rhétorique, c'est aussi une alliée et une nécessité pour le philosophe. Parce que s'il veut que son message puisse porter, il faut qu'il joue d'une certaine manière le jeu, ou en tout cas, il faut qu'il utilise une rhétorique pour pouvoir faire porter son discours auprès du grand nombre. Alors peut-être que, pour conclure, je vais utiliser une citation d'un poète allemand, Hölderlin, que j'aime vraiment beaucoup, qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Donc là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Je pense que c'est une citation qui illustre bien le rapport ambivalent de Platon à la rhétorique. La rhétorique, c'est un grand danger, c'est un grand péril. Il faut la dénoncer d'une certaine manière. Dans nos démocraties, elle nous met à risque. La démocratie dans les mains de personnes mal intentionnées, la rhétorique, dans les mains de personnes mal intentionnées, c'est extrêmement dangereux. Il faut être conscient de cet enjeu-là. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur avec le populisme, avec l'ignorance. La rhétorique est un problème, mais elle est aussi en un sens ce qui peut nous sauver. Pourquoi en un sens la rhétorique est ce qui peut nous sauver? Parce qu'aujourd'hui, à l'heure de la crise climatique, on a besoin d'un discours fort et fédérateur qui nous permet de nous mobiliser tous ensemble pour répondre aux plus grands défis que l'humanité n'a jamais connus. Donc la rhétorique, elle est à la fois, oui, un péril, mais elle est peut-être aussi, avec l'aide de la philosophie, ce qui peut nous sauver. Voilà. Merci. Ça va. Très bien. Okay. Merci beaucoup pour cette présentation incroyable, Philippa Dott. Maintenant, vous avez l'opportunité de nous envoyer des questions en envoyant un MIO à Clément Arnould, A-R-N-O-U-L-D, Clément Arnould. On a déjà des questions. On va commencer à environ 30 minutes de questions maximum. Première question, donc, Philippa, pour toi, de la part des étudiants et étudiantes. Pourquoi les sophistes ont forcément tort? Comment pouvons-nous savoir que Platon a forcément raison? Comment pouvons-nous savoir la vraie vérité dans ce cas? OK, ça commence fort. En fait, pour revenir sur la question des sophistes, S'il vous plaît. Juste ça. Évidemment, c'est une conférence qui est seulement d'1 heure, donc je ne peux pas développer comme je voudrais la position des sophistes. Mais disons que les sophistes défendent en général une position qui est celle du relativisme. Donc le relativisme, c'est cette idée que, j'ai dit tout à l'heure, soit il y a des sophistes qui considèrent qu'on n'a pas la capacité d'atteindre la vérité. Donc ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'on est trop faible sur le plan de la connaissance pour atteindre la vérité. Puis on pourrait, si on veut bien les défendre, reconnaître que l'être humain a effectivement beaucoup de difficultés à atteindre la vérité. Et Platon, là-dessus, est d'accord en partie avec les sophistes, dans la mesure où, effectivement, il considère que l'esprit humain est faible. Mais là où vraiment ça clash, si vous voulez, c'est que pour les sophistes, il n'y a pas pour certains d'entre eux, il n'y a pas de vérité au sens où il n'y a que des opinions. Donc ils sont en train de défendre l'idée que ça dépend juste de chacun. Mais 2 + 2 = 4, c'est un jugement de fait, ça ne dépend pas de chacun. Là-dessus, les sophistes ont tort. Les sophistes ont tort de dire qu'il n'y en a pas de vérité,
parce qu'on peut effectivement construire une différence. On peut effectivement construire un savoir. Il y a une différence absolue entre un savoir et quelque chose qui est faux, là. Puis on le voit de manière concrète dans nos vies. En fait, ça a une conséquence dramatique si on se met à penser que la vérité n'existe plus. On est capable de faire la différence entre le vrai et le faux, parce qu'on a justement la raison. C'est la raison qui nous permet d'être objectifs et de nous entendre. On ne serait pas capable de coopérer si on n'était pas capable de s'entendre sur les choses. Pour pouvoir s'entendre, il faut argumenter, il faut rationaliser. Je pourrais donner si on parlait tous juste à partir de nos émotions, on n'arriverait pas là à créer un consensus. Ça prend notre raison. Et donc là-dessus, Platon, il a vraiment un point sur les sophistes en disant, grâce à la rationalité, grâce à la raison, on a cette faculté qui nous permet de déterminer le vrai. Merci. Nous avons une autre question qui vient toujours de la salle. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens influents qui utilisent la rhétorique? À votre avis? Eh oui, tout le temps. Vous allumez la télé, vous ouvrez la radio, la rhétorique est partout. J'ai pas voulu beurrer trop épais là-dessus, là, parce que ça me semblait une évidence, mais la rhétorique, tout le monde l'utilise. Là. Je veux dire, quand vous faites du chantage pour pas vider de la vaisselle à la maison, là, vous faites de la rhétorique là, d'une certaine manière. Là, à partir du moment où on utilise des mécanismes pour utiliser l'émotion, pour des mécanismes qui ne s'appuient pas sur des arguments rationnels, on est dans la rhétorique. Là. Donc, vous allez à l'université, il y a des joutes oratoires, notamment dans les facultés de droit. Les étudiants, les futurs avocats s'affrontent, ils font de la rhétorique. Donc, il y a encore des cours de rhétorique à l'université. Et la rhétorique est partout dans les médias. Donc, oui, c'est juste que c'est peut-être un mot qu'on utilise un petit peu moins, mais... Ouais. Lorsqu'il s'agit de Platon, quelle est la technique rhétorique qu'il préconise d'utiliser? Dans le fond, alors... Clairement, Platon, il avait bien compris qu'on n'était pas très bon, justement, à trouver la vérité. Et donc, quand il écrit dans ses dialogues, vous allez voir souvent, il y a des petites pauses avec des blagues, ou bien il y a des mythes quand vous lisez Platon, là, il utilise toutes sortes de techniques rhétoriques très, très variées. Il utilise des exemples, l'allégorie de la caverne. D'une certaine manière, c'est un exemple pédagogique, mais on pourrait dire aussi rhétorique. L'Apologie de Socrate, qui est un autre texte c'est un texte très rhétorique. Donc, Platon utilise souvent la rhétorique, pas au sens là, de ce que j'ai parlé de psychologie, là, mais vraiment au sens de trucs là, ou de techniques. Il l'utilise lui-même quand même. Bien sûr, il l'utilise. Mais il se défendrait en disant qu'évidemment, il est philosophe. Et donc, en ce sens-là, il en fait un usage qui est dialectique, qui est appuyé sur une dialectique. Comment est-ce qu'on peut trouver la vérité si elle doit toujours être remise en question? Oui, alors, ça c'est, à mon avis, moi la raison pourquoi j'aime Platon, c'est que c'est vraiment un philosophe qui exprime une tension qui me semble très intéressante sur la question de la vérité. Je vous ai dit, la vérité, ça ne peut pas être une proposition qu'on dépose comme ça. En même temps, la vérité, c'est ce qui par définition est toujours vrai et ne change pas. Hein, et clairement, Platon, c'est quelqu'un qui est connu pour préférer ce qui ne change pas, justement, à ce qui change. Ce que je veux dire par là, pour le dire d'une manière plus simple, c'est que Platon, c'est quelqu'un qui va dire, effectivement, dans notre quotidien, les choses changent sans cesse, mais dans mon esprit, je peux quand même avoir des définitions de certaines choses. Par exemple, je peux observer dans mon quotidien des situations où il y a de l'injustice, mais il reste que dans mon esprit, j'ai une définition de l'injustice qui regroupe l'ensemble de toutes les situations particulières que je pourrais rencontrer d'injustice. Je ne sais pas si je vous ai perdu, là. Mais donc, pour revenir à la question, pour Platon, la vérité, oui, c'est quelque chose qui ne change pas, mais nous, pour pouvoir comprendre ce qu'est la vérité, on peut le comprendre que dans un processus qui est dynamique et qui est toujours à recommencer. Parce que les êtres humains, on est imparfaits, et saisir la vérité, ça doit se faire dans un processus dans lequel, justement, on va sans cesse reprendre la question, procéder, essayer de faire le mieux qu'on peut. Mais il faut conserver ouvert notre processus pour pouvoir atteindre la vérité. Parce que sinon, on tombe du côté du sophiste et du côté de l'opinion. C'est comme une tension vraiment, vraiment difficile. C'est parce que c'est ça, le philosophe, il ne peut pas juste dire « ça, c'est la vérité ». Il dit « il y en a une de vérité, et c'est vrai qu'elle ne change pas, mais pour l'atteindre, il faut faire de la dialectique. Donc il faut
il faut réfléchir, c'est toujours un processus effectivement continu. C'est vrai que c'est frustrant, mais c'est la façon la plus juste. C'est comme de marcher sur une corde là, pour essayer d'arriver à quelque chose et d'y arriver ensemble. Merci. On a dit tantôt que les sophistes aiment produire du plaisir chez les gens, n'est-ce pas? Est-ce que vraiment c'est ce qu'on recherche, l'être humain? Est-ce qu'on recherche le plaisir? Il y a une partie de nous qui aime le plaisir, c'est notre partie désirante, elle porte bien son nom. Les êtres humains, Platon, ça c'est une chose qu'on ne dit pas assez, mais Platon c'est un philosophe du désir. Et ma directrice de thèse, elle disait souvent ça, puis je trouve que c'est une chose qui est vraiment importante. Platon c'est quelqu'un qui est absolument, comment je pourrais dire, complètement mordu par le désir. Mais ce n'est pas le désir d'un gâteau au chocolat, là, c'est le désir de la philosophie. Pour lui, un philosophe, c'est quelqu'un qui désire savoir. Et les désirs, c'est super important chez l'être humain. C'est la marque qu'on est humain, en fait, qu'on est vivant. Si tu es mort, tu n'as pas de désir. Désirer, c'est quoi? C'est le fait qu'on ait un manque. Quand on a un désir, c'est parce qu'on a un manque. C'est, mettons, j'ai faim, je désire manger. Je veux savoir, c'est parce que j'ai un manque de savoir. Donc oui, le désir, c'est quelque chose d'important. Le plaisir, ce n'est pas la même chose que le désir. Mais le plaisir, c'est une partie de nous qui génère beaucoup de désir. Mais cette partie-là, il faut qu'on la contienne, parce que ce n'est pas juste nous. On n'est pas juste des êtres de désir, et on n'est pas juste des êtres de plaisir, on est aussi des êtres de raison. Si la première catégorie de la rhétorique a comme cœur le bien commun et la moralité des citoyens, est-ce que les philosophes en feraient partie? Oui, donc, alors, si effectivement on est dans une rhétorique qui prend soin donc, des citoyens et qui s'appuie sur un savoir, c'est une rhétorique qui est refondée par la philosophie. Donc oui, en ce sens-là, le philosophe a produit cette rhétorique-là, donc elle est philosophique, c'est une rhétorique philosophique. Est-ce qu'on est avec le talent pour la rhétorique ou on doit se pratiquer pour l'acquérir? Ah, ça c'est une excellente question. Alors c'est un débat dans l'Antiquité que plusieurs rhéteurs et philosophes ont eu, de savoir est-ce que pour pouvoir faire de la rhétorique, ça prend un talent naturel, donc il y a des gens qui ont le talent, et puis ensuite ça prend de l'expérience, ou est-ce que n'importe qui peut apprendre la rhétorique? C'est un débat. Clairement, il y a des gens qui sont plus doués naturellement que d'autres pour certaines choses, mais est-ce que ça empêche que certains qui ne le soient pas le deviennent? Personnellement, je pense que non, là. Mais c'est un débat, en tout cas, dans l'Antiquité, clairement. Il y a des gens qui pensent que oui, ça prend un talent naturel pour pouvoir faire de la rhétorique, et il y en a d'autres que non. Vous, Madame professeure Philippa Dott, vous parlez très bien. Est-ce que vous êtes une rhéteur ou une philosophe? Ah, oui. Et vous-même, de quel côté penchez-vous? Alors, je pense que quand on est prof de philo, on est tous un peu rhéteurs, hein. J'ai des gens même qui me disent « Madame, est-ce que vous êtes un sophiste parce que vous êtes payé ?» mais je dirais que c'est sûr que la vérité, c'est que c'est pour vous qu'on est rhéteur. Parce que sinon, vous trouveriez ça trop plate. Non, mais c'est sûr que je pense que quand on est en philosophie, justement, quand on enseigne en philosophie, il faut absolument avoir une partie de son cours qui est rhétorique, au sens où sinon le message ne va pas passer aussi bien. Si on veut avoir un impact, il faut d'une certaine manière, oui, on peut prendre de métaphores pâtissières là, mais il faut enrober, hein. Il faut que ce soit quand même agréable. Est-ce que la rhétorique peut être un outil pédagogique? Oui, tout à fait. Oui, la rhétorique, en fait, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié de le dire, mais le terme, parce que j'ai dit psychologie, parce que c'est un peu plus simple comme mot, mais le terme que Platon emploie pour désigner la rhétorique, ultimement, c'est une psychagogie. Et dans le mot pédagogie et le mot psychagogie, il y a le même mot qui est le chemin en grec. La pédagogie, c'est comme celui qui accompagne sur le chemin de l'école. La psychagogie, donc l'idée ici que le rhéteur, finalement, c'est quelqu'un qui dirige par le discours. Donc c'est quelqu'un qui crée un chemin pour l'âme, psyché, c'est l'âme. Donc le rhéteur, oui, tout à fait, c'est une pédagogie, là, dans un sens. Est-ce que la philosophie peut rendre la justice plus équitable, j'imagine, dans la société? Est-ce que la rhétorique peut rendre la philosophie? Est-ce que la philosophie peut contribuer, disons, à augmenter le niveau de justice dans la société? Oui, clairement. Ne serait-ce que par commencer à ouvrir le débat de savoir qu'est-ce que c'est vraiment que la justice. Peut-être vous allez voir dans vos cours de philosophie, il y a plusieurs façons de concevoir la justice.
Clairement, la philosophie est incontournable pour penser la justice et en ce sens-là contribuer à avoir une meilleure compréhension d'elle et de promouvoir ça dans la société. Oui, ça c'est clair. Question intéressante ici. Est-ce qu'une vérité qui fait mal, c'est préférable à un mensonge qui réconforte? Alors, si on est du côté du philosophe, on va privilégier la vérité, parce que si vous ne dites pas la vérité, vous allez rester prisonnier de votre ignorance. Et ça, c'est le pire de tous les maux. C'est le pire de tous les mal, pardon. De tous les mots, oui, non. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est ignorant, on ne sait pas qu'on est ignorant. Donc on ne peut pas sortir de cette prison-là. Donc c'est un très mauvais service à rendre à quelqu'un de l'empêcher de sortir de sa prison. Donc oui, ça fait mal la vérité, mais en même temps, ça ouvre la possibilité de sortir de la prison. Ça ouvre la possibilité du choix. Vous ne laissez pas le choix à l'autre si vous lui mentez. Vous le laissez dans son ignorance crasse et ce n'est pas lui rendre service. Mais justement, est-ce que c'est vraiment important de savoir la vérité? Ah! Si ça marche, tu sais. Est-ce que c'est vraiment important de savoir la vérité? C'est terrible comme question, parce que c'est une question qui est presque angoissante. Moi, en philosophe, je répondrais que oui, c'est toujours... en fait, c'est que ce que Platon dirait, c'est que la vérité, elle produit une différence absolue, au sens où, je veux dire, si je pense qu'en prenant du sirop à la menthe, ça va guérir mon cancer, tu sais, ça marchera pas, là. La vérité, elle fait une différence. Si je le sais que le sirop de menthe ne va pas me guérir, il faut que j'aille me guérir avec des vraies choses, ça va produire une vraie différence, là. Donc oui, la vérité fait une différence. Tantôt, on a dit que Platon dit jamais « moi, Platon, je pense que ». On va commencer comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il se cache derrière ces personnages? Est-ce que c'est pas une perte de temps? Alors, en fait, non, au contraire. C'est que Platon, pour lui, l'écriture, c'est quelque chose qui est très mortifère. C'est-à-dire que si vous écrivez, après ça, quelqu'un va lire ça, puis vous ne serez pas là pour défendre votre pensée, fait qu'il peut l'interpréter tout croche. Puis en plus de ça, quand on lit du texte comme un traité, le lecteur, il fait juste lire. Et Platon, il ne veut pas que vous fassiez juste lire quand vous lisez. Il veut que vous fassiez de la philosophie. Donc il a choisi d'écrire de cette manière-là pour forcer le lecteur à se poser des questions quand il lit et à se former à la philosophie. Donc quand vous lisez un dialogue de Platon, des fois c'est agaçant parce que vous êtes là, oui, mais bon, finalement, alors, c'est quoi ça? C'est quoi Socrate? Là, tu sais, on s'en va où avec ça, là? Puis d'ailleurs, beaucoup d'interlocuteurs sont frustrés par Socrate. Il y a beaucoup d'interlocuteurs qui sont comme « Ah, et là, Socrate, t'es tannant, là !» Tu sais, c'est pas pour rien qu'il était surnommé le temps d'Athènes, là, mais il y a quelque chose d'énervant là-dedans, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous force à réfléchir. Donc, Platon, il a vraiment réfléchi à une manière d'écrire qui fait en sorte que, on réfléchit, on est obligé de faire de la philosophie, et c'est pas pour rien que son œuvre perdure depuis si longtemps. C'est parce que quand on le lit, c'est toujours à la fois une redécouverte. Il y a toujours quelque chose il y a vraiment une vitalité dans la pensée de Platon, dans la manière dont il a écrit, qui est incroyable. On a dit tantôt, Platon, c'est ton philosophe préféré. Oui. Est-ce qu'il y a un autre philosophe aussi savant que lui plus tard dans l'histoire de la philosophie? Non. C'est très subjectif comme réponse. Autre question. S'il y a des gens qui n'ont pas raison, pourquoi disent-ils des mensonges? Ah! Ça, c'est quand même facile. Pourquoi est-ce qu'on ment et pourquoi est-ce que, quand on sait qu'on n'a pas raison, on veut quand même mentir? C'est parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on s'aime trop soi-même. Donc, c'est un déséquilibre. Hein. Quand on s'aime trop soi-même, quand on est trop égoïste, trop égocentrique, justement, on va vouloir se... En fait, c'est aussi qu'il y a une peur derrière ça, là. Quand on refuse d'admettre qu'on a tort, on a honte, en fait. Et on n'a pas envie de ressentir cette douleur-là d'avoir honte. Et donc, c'est pour ça qu'on continue à mentir aussi. On utilise parfois le terme question rhétorique. Hein? It's just a rhetorical question. Oui, c'est seulement une question rhétorique. C'est quoi ça, une question rhétorique? C'est comme une fausse question. Là. C'est une question rhétorique, c'est comme une question pour la forme. Là. Mais avec un exemple, ce serait peut-être mieux. Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Pensez-vous que c'est très important de faire de la philosophie? C'est une question rhétorique. Évidemment, la réponse est dans... c'est ça. C'est une question qui est... Hein? Oui,
Oui, c'est que, en fait, une question rhétorique, c'est une question où la personne qui pose la question, on voit déjà qu'elle sait la réponse. Mais c'est ça, c'est a loaded Mais question, comme disent les Anglais. Ouais. La réponse est cachée dans la question. Pourquoi la philosophie et la sagesse s'opposent? Tantôt, on a dit que le sage, c'est pas la même chose que le philosophe. Ouais, en fait, ça vient de Pythagore. Pythagore, à un moment donné, il était invité à la cour du roi Phliante, puis le roi Phliante, il lui a dit « Ah, Pythagore, toi, t'es un sage. » Puis là, Pythagore, il a dit « Ah non, moi, je suis pas un sage. Moi, je suis un philosophos, donc je suis un amant de la sagesse. » Puis c'était une façon de dire, ben, tu sais, c'est ça, les sages, les gens qui sont réputés sages, c'est des gens qui ont supposément une grande connaissance, qui savent beaucoup de choses, mais il n'y a pas un aspect dynamique là-dedans, alors que quand Pythagore répond, ben, je suis un philosophe, ce qui veut dire, c'est pas forcément qu'il a un savoir, mais c'est plus qu'il cherche à savoir. Donc il est plutôt dans une attitude où il va observer le monde, il va essayer de le comprendre, il va essayer de développer un savoir, mais en même temps, il est dans une posture où, justement, il va rester sceptique. Puis ça, on n'insiste pas assez. Platon, c'est pas pour rien, hein. Platon, après sa mort, là, son école, il va y avoir un gros moment où ça va être sceptique, là. C'est parce que la philosophie de Platon, on peut l'interpréter de beaucoup de manières différentes, mais il y a clairement chez Platon une forme de scepticisme. C'est quelqu'un qui insiste beaucoup sur l'importance de remettre en question les choses, sur la réfutation. Donc, le philosophe, c'est vraiment quelqu'un qui pratique là, la remise en question. Là. Le sage, c'est plus quelqu'un qui possède un savoir. Là. Si on étudie la philosophie, en quoi ça va améliorer nos choix de vie? Alors, c'est une grosse question. En fait, la philosophie, elle nous permet d'éviter de nous... En fait, je vais prendre, mettons quelqu'un là qui passerait sa vie au complet sans jamais se poser la question de qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment, c'est quoi le monde qui m'entoure, c'est quoi l'amitié, c'est quoi une vie réussie, c'est quoi le bonheur. Quelqu'un qui se poserait jamais cette question-là, ben, d'une certaine manière, il risque peut-être de passer à côté de son existence, dans la mesure où ben, on n'a qu'une seule vie, on la vit qu'une seule fois, et c'est important, comme dit Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. La philosophie, c'est une discipline qui nous permet d'examiner notre vie et de nous assurer qu'on est vraiment, c'est vraiment nous au volant là. C'est pas ce que nos parents veulent qu'on fasse, c'est pas ce que nos amis ou notre chum veulent qu'on fasse. C'est vraiment, on est capable d'aller questionner ce qu'on veut et de sortir de là une certaine cohérence, en ayant l'exigence de vérité évidemment. Là. Comment est-ce qu'on sait que la rhétorique est entre les mains de la bonne personne ou non? Oui, alors, en fait, il faut se demander en quoi la personne est-elle compétente pour dire ce qu'elle a à dire. Et ça, c'est une question, c'était la question pendant le Covid. La personne qui parle, est-ce qu'elle est compétente pour parler? Parce qu'un médecin, par exemple, un médecin de famille, c'est pas un épidémiologiste, mettons. Tu sais, il faut toujours se demander, la personne qui parle en ce moment, de quoi est-elle experte, en quoi est-elle compétente? Puis là, ben, tu sais, nos politiciens, en quoi ils sont compétents? Ben, je laisse la question ouverte. Le Socrate qui a été mentionné depuis le début est le Socrate de Platon ou le Socrate historique, le vrai Socrate? Oui, alors, quand on parle de Socrate, Socrate, c'est toujours un personnage. On ne sait rien de Socrate au sens... Le Socrate historique n'a rien écrit, on sait des choses sur sa vie. Par exemple, on sait que visiblement Alcibiade aimait bien Socrate, on sait que Socrate a été à la guerre, on sait qu'il avait une femme, qu'il avait des enfants. On sait certaines choses pratiques sur sa vie, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il a dit ou ce qu'il a pensé. Et à partir de sa mort, il y a vraiment eu une mode, un peu comme aujourd'hui les mangas, là, mais à l'époque, il y a eu une mode, c'était ce qu'on appelle les dialogues socratiques. Et il y a plein de gens qui se sont mis à écrire des dialogues socratiques. Platon, c'est pas du tout le premier à avoir écrit des dialogues socratiques. Il y a eu plein d'autres gens avant lui, là, qui étaient d'ailleurs beaucoup plus connus. On peut penser à Antisthène, à Simon le Cordonnier, etc. Malheureusement, on a perdu tous ces discours-là, tous ces textes-là. Et puis alors après ça, on a eu tendance, parce que Platon était tellement important, à confondre le Socrate historique et le Socrate de Platon. Mais Socrate, c'est vraiment, on le connaît à travers des versions de lui en personnage, quoi. Donc Socrate de Platon, Socrate de Xénophon, il y a plein de Socrates qui sont un petit peu différents les uns des autres, mais c'est des personnages.
Question sur la relation entre Socrate et Platon. Est-ce que les opinions ou les positions de Socrate sont plus limitées que celles de Platon? Ou quelle différence y a-t-il entre les deux? Ouais, alors Socrate, c'est un personnage qui revient beaucoup dans les dialogues, mais il n'est pas tout le temps là. Hein. Des fois, c'est pas Socrate, il y a un étranger qui est là, qui parle. Platon fait de Socrate son porte-parole souvent, c'est vrai, mais en même temps, ils ne se confondent pas les deux. Puis là, on rentrerait dans des questions plus techniques aussi du corpus platonicien, de savoir la visée des différents types de dialogues. Je ne rentrerai peut-être pas là-dedans. Mais Socrate et Platon, c'est pas exactement la même chose. Socrate, d'ailleurs, il n'est pas toujours pareil d'un dialogue à l'autre. Des fois, il est très très sûr de lui, et puis d'autres fois, il l'est beaucoup moins. Donc c'est vraiment un personnage. Est-ce que Platon aurait pu dire directement ce qu'il pensait sans passer par la forme des dialogues, et est-ce que ça aurait changé quelque chose? Oui, parce que pour lui, ça aurait été une violence ou ça aurait pas été de la philosophie. Ça aurait été d'être un sophiste, en fait. Si Platon avait juste fait une liste de points, il n'aurait pas fait du tout ce que c'est que la philosophie. Mais de toute façon, vous savez, visiblement, Platon, il avait une école et on y pratiquait la dialectique, on y pratiquait le dialogue. Et il y a plein de gens après Platon qui ont discuté de certaines choses que lui pensait, mais ça reste que pour lui, vraiment, la pensée, c'est une forme dialectique. Donc on ne peut pas la transmettre sous la forme de points, donc non, il n'aurait pas fait ça. Il n'aurait juste pas écrit. Est-ce qu'il faudrait continuer à faire de la rhétorique mensongère afin de garder une sorte d'équilibre en société, déformer la vérité pour la paix? Alors, j'ai pas parlé de ça, mais dans la République de Platon, à un moment donné, dans un contexte bien précis, Socrate y défend ce qu'on appelle le beau mensonge, qui est justement l'usage d'une rhétorique pour s'assurer de la stabilité d'une société. Donc c'est un mensonge qui consiste à faire croire aux gens qu'ils viennent tous de la même famille, si vous voulez. Et l'idée, c'est que parfois, au nom de certaines choses comme justement une forme de paix, là, on pourrait accepter d'utiliser une rhétorique pour s'assurer là justement qu'il y ait une cohésion sociale très très forte entre les gens. Alors supposons que moi je suis une personne ignorante et que je suis très heureux et que je meurs à 80 ans sans jamais avoir sorti de mon ignorance, j'ai donc vécu une vie heureuse. Est-ce que dans ce moment-là, la vérité ne serait pas une mauvaise chose à savoir pour moi? Ça me sortirait en fait de mon bonheur. Oui, c'est sûr que c'est celui qui est dans sa prison, il ne peut pas avoir de comparatif. Hein. Donc, pour lui, comme il est enfermé dans sa prison, mais qu'il ne se rend pas compte qu'il est enfermé dans sa prison, il n'y a pas de comparatif, donc il peut avoir effectivement... Mais c'est parce que tantôt on a parlé du plaisir, puis là on parle du bonheur, c'est quand même deux choses qui sont différentes, là. Mais c'est la question classique de l'imbécile heureux, là. Donc, est-ce que si on est ignorant toute sa vie, on peut quand même être heureux? Mais c'est parce que c'est pas la même chose. Parce que là, on n'a pas trop parlé du bonheur aussi, là. On a laissé cette question-là un petit peu de côté, là. Donc, bonheur, vérité, est-ce que forcément il faut la vérité pour être heureux? C'est sûr que c'est une autre question. On peut imaginer que cet ignorant-là aurait, oui, du plaisir. Est-ce qu'il aurait eu une vie comme il l'avait voulu? Mais c'est qu'il n'y a pas de comparatif. Donc, la personne est comme, je dirais, emprisonnée dans son ignorance. Ça se peut qu'elle soit heureuse, oui, ça se pourrait. C'est que là, il faudrait comme plus développer sur la question du bonheur, puis du lien avec la vérité, tout ça. Bon, peut-être dernière question avant de laisser aller les étudiants manger, les étudiantes. Si on doit retenir une seule chose de la conférence d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la rhétorique, c'est bon ou c'est mauvais? Ça, j'aime pas ces questions-là. Tu sais pourquoi? Parce que ça donne l'impression que tu n'as pas besoin d'avoir été à la conférence, puis que juste avec une phrase... t'es pas obligé d'y répondre, alors? Ouais, c'est ça. Fait que trouvez-la la phrase qui résume la conférence. Ça, c'est une bonne chose. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée, merci.